Bonjour, Thierry Béliard, TVH Consulting. Je suis présent maintenant pour vous présenter une expérience qu'on a du déplacement d'infrastructures vers le cloud et de manière plutôt orientée sur la sécurité. Donc, je suis accompagné de Laurent et on va se présenter rapidement. Donc, moi, ça y est, je suis directeur IT de TVH Consulting, anciennement consultant Dynamics AX, Dynamics 365, Supply Chain Management. Et puis, par la force des choses, avec l'agrégation des différentes sociétés que TVH a rachetées, je suis devenu le patron de l'informatique. Et de mon côté, je me suis déjà présenté ce matin, mais rapidement, responsable sur la partie avant-vente des offres cyber et consultant cybersécurité, plutôt sur la partie gouvernance, risque, conformité. Donc, on va aborder 4 thèmes. En quoi le cloud est-il un gage de sécurité? Le deuxième, c'est comment préparer votre migration vers le cloud. Le troisième, c'est élaborer une solution qui soit viable à long terme, vous puissiez retrouver votre argent et vos investissements. Et puis enfin, comment vous allez pouvoir sécuriser votre déploiement au cloud. Alors, avant quelques généralités, le patron de l'ANSSI, Vincent Strudel, a récemment défrayé la chronique en disant publiquement qu'aller vers le cloud, ce n'était pas un gage de sécurité. Alors c'est un peu abrupt, parce que c'est quand même vendu comme ça à la plupart des clients. En réalité, il y a toute la sécurité qu'on peut imaginer dans le cloud, mais c'est ce que vous allez en faire surtout, comment vous allez la mettre en place. Microsoft, sur les 4 dernières années, a investi à peu près 20 milliards de dollars sur la sécurité. Alors ça dépend des pages de Microsoft, mais j'ai noté entre 3500 et 8500 experts sécurité répartis sur toute la planète. Et ils ont à peu près une centaine de certifications qui sont délivrées par des organismes externes qui ne sont pas Microsoft. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces investissements sont massifs de la part de Microsoft, mais c'est également le cas pour Amazon et c'est également le cas pour Google. Donc, je ne vais pas forcément parler que de Azure, mais de tous les fournisseurs de solutions cloud publiques. Ne pas oublier non plus que dans ce contexte-là, vous allez rejoindre un cloud public. C'est comme si vous alliez dans un château fort, avec des murailles énormes, des capacités de protection énormes. Mais si malgré tout, vous laissez le pont-levis ouvert, ça ne servira à rien. Donc, c'est un peu ça la sécurité du cloud. Je laisse parler ? Allez, on est parti sur, on va dire, les principaux points qui font que le cloud est effectivement un gage de sécurité. Premièrement, la protection des données. De plus en plus, les solutions de cloud permettent un chiffrement des données, donc que ce soit en transit et également au repos. Ça permet quand même d'assurer une confidentialité et une intégrité des différentes données. L'avantage du cloud, c'est qu'il est aussi beaucoup plus flexible en termes de dimensionnement. Aujourd'hui, on sait que les pics d'activité peuvent fortement varier selon notre secteur. La facilité avec laquelle le cloud va pouvoir évoluer et donc répondre aux besoins de l'entreprise, c'est effectivement beaucoup plus qu'utile. En termes de coût, d'efficacité, on l'a dit, les fournisseurs de cloud forcément mettent beaucoup de moyens sur ces enjeux de cybersécurité, beaucoup plus qu'en interne on pourrait mettre. L'avantage donc, c'est qu'ils mutualisent et répartissent ce coût auprès de leurs clients, mais ça nous permet de bénéficier justement ces clients des dernières technologies en matière de sécurité, des experts aussi nombreux qu'ils soient. Et donc voilà, en termes de sécurité directement, que ce soit physique ou logique, on s'assure quasiment du meilleur. En termes de résilience également, l'avantage des clouders, c'est qu'ils sont présents un peu partout dans le monde, qu'ils ont leur centre de données partout dans le monde, et une capacité aussi de répartir la charge, de s'adapter en cas de problématique, de situation défavorable, et donc d'offrir au final des services toujours ou quasiment toujours disponibles. On l'a évoqué sur les services gérés, donc ils fournissent aussi des solutions spécifiques en matière de sécurité qui viennent s'ajouter en plus de leur offre d'hébergement et qui permettent de garantir une sécurité et donc de répondre aux exigences de conformité, donc qui sont un petit peu plus bas, mais je prends un peu d'avance, qui répondent aux exigences de conformité pour les organisations. On l'a vu, on l'a évoqué ce matin avec NIS 2, mais toute autre réglementation. Le fait de s'appuyer sur ces clouders, ça permet aussi de répondre à ces exigences et de garantir ce niveau de conformité.
Et puis bien sûr, encore une fois, ils ont les moyens pour investir dans la sécurité, mais ils ont aussi les moyens pour investir dans l'innovation, dans la recherche et dans le développement, et donc de mettre aussi en place toute dernière solution de sécurité avec les dernières innovations. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas une solution de sécurité qui n'intègre pas notamment de l'intelligence artificielle, étant donné que les cyberattaquants, par exemple, eux aussi l'utilisent. Il n'y a pas de raison que côté défense, on ne l'utilise pas non plus. On voit au final que l'offre que peut porter le cloud en matière de sécurité permet d'adresser énormément de sujets et qui viennent quand même bien renforcer et rassurer aussi les clients qui peuvent envisager cette bascule. Comment préparer sa migration vers le cloud? Le premier point, c'est que c'est un projet comme un autre. L'essentiel, si vous n'avez pas les compétences en interne, ce n'est pas des compétences qu'on a tendance à entretenir en interne, on va faire appel à un partenaire. Un partenaire qui va vous aider et qui va vous guider tout au long de ce processus-là et qui vous accompagnera également au-delà. Hein. Comme quand on fait un ERP, quand on déploie un ERP. Donc il y a des phases de support, il y a des phases d'optimisation, etc. Donc le premier point, c'est de définir des objectifs. Il faut que ces objectifs soient identifiés et mesurables. Vous allez pourquoi vous allez dans le cloud? Vous allez dans le cloud parce que votre infrastructure elle est vieillissante, parce que vous voulez avoir du time to market plus rapide, utiliser des outils rapidement sans dépendre d'une infrastructure quelconque. Alors qu'en général, quand on a une IT interne, pour les faire bouger, c'est long, il faut des machines, il faut du logiciel, etc. Il y a peut-être même un RSSI qui va freiner tout le monde. Hein, donc le time to market est important pour les éditeurs, pour les fabricants, pour ceux qui ont de la propriété intellectuelle. Vous allez aussi peut-être viser simplement des capacités de redimensionnement dynamique plus faciles. Hein. En hiver, vous avez besoin de moins de machines. En été, vous avez besoin de plus de machines. Vous vendez de la merguez, ça ne marche plus en été. Hein. Vous vendez de la salade comme les Anglais, ça ne marche plus en été qu'en hiver. Donc, vous avez besoin de plus de machines pour supporter vos sites web. Vous avez besoin de plus de sécurité aussi. Et dans ce contexte-là, comme le cloud le disait Albert tout à l'heure, c'est quoi? C'est 2013, 2014, 2015, l'avènement des fournisseurs cloud à grande échelle. Quand ils ont imaginé ces solutions-là, ils ont tout de suite implémenté la sécurité. Ils ont tout de suite mis au cœur de tout ce qui a été conçu la sécurité, les journaux, tout ce qui nous permettrait de gérer notre plateforme avec les derniers outils disponibles. Alors qu'à l'inverse, si vous deviez, sur une infrastructure vieillissante, pas au niveau Windows, niveau système d'exploitation, niveau logiciel, implémenter un EDR, un XDR, un SIEM, c'est très compliqué. Problème de compatibilité, problème de remontée, couverture, etc. Ensuite, vous allez évaluer votre existant. L'évaluation de l'existant, c'est important. C'est quels sont vos applicatifs, quels sont vos flux, quels sont les serveurs, quelles sont les différentes applications que vous utilisez. Ça va vous permettre de vous orienter vers un cloud ou un autre. Si vous faites plutôt du Windows, naturellement, vous allez sur Azure. Pourquoi? Parce que sur Azure, vous allez pouvoir utiliser des avantages hybrides. Les licences Windows que vous avez déjà acquises vont vous permettre de pouvoir acquérir des machines virtuelles moins chères dans Azure. Alors que sur Amazon et GCP, Google, ce ne sera pas le cas. Pour Azure, vous êtes Microsoft Windows, vous allez sur Azure. Sur 3 ans, c'est 406% d'économie. Donc c'est quand même phénoménal. Sur GCP, par exemple, Google, vous faites du Kubernetes, donc du container. Google est à l'origine du container Kubernetes. Vous irez chez Google. Alors, si vous faites du Linux, du SUSE, vous irez chez Amazon. Parce que vous n'avez pas du tout besoin des licences Windows, vous n'avez pas besoin des SQL Server, vous faites du DB2 ou du MongoDB. Ce n'est pas des technologies... Microsoft sait le faire, et ce sera peut-être plus cher. Voilà. Donc, une fois que vous avez évalué votre existant, vous allez choisir votre stratégie. Donc, la stratégie, c'est est-ce que je vais chez un hébergeur public, un hébergeur privé, ou je fais de l'hybride. D'accord ? On va quand même éviter d'avoir plusieurs fournisseurs, Azure ou Amazon, Google. C'est quand même se complexifier la vie. Déjà, si on part sur de l'hybride, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais hybride plus un fournisseur de solutions cloud, ce sera compliqué. Alors, donc, le projet devrait embarquer tout. Mais une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien lu tous les critères
qui sont liés à cette souscription, ce qu'ils appellent les MAR, c'est les Minimal Architecture Rules. Ça, c'est à la fin du contrat. C'est très important d'un point de vue de la sécurité. Vous pourrez choisir votre hébergeur. Donc, une fois que vous aurez défini quel est votre hébergeur, il va falloir choisir ce que vous allez faire avec votre existant. Donc, le plus simple, c'est le rehosting. Vous prenez votre machine virtuelle, vous prenez l'outil Azure Migration Tool et ça vous l'emmène, ça vous la duplique directement dans Azure, suivant la capacité de votre réseau. Mais elle est arrêtée le vendredi soir, ça se transfère tranquillement le dimanche. Vous avez un expert Azure qui vous la redémarre le dimanche soir de chez lui et elle est disponible le lundi matin. Mais de ce point de vue-là, le cloud ne va pas vous apporter de grosses économies. D'accord ? Après, vous avez le replatforming. Vous avez un serveur SQL, vous avez une application qui s'appuie sur le SQL. Le SQL Server vous dit non, c'est un vieux SQL Server, je n'ai plus besoin. Je restaure ma base de données dans une instance SQL. Donc, c'est un service SQL. C'est plus un serveur, c'est un service. Donc, vous n'êtes plus en infrastructure managée, vous êtes en plateforme managée, plutôt que d'être en service managé. Voilà, donc il y a il y a le refactoring, etc. Vous renvoyez toute votre application et puis finalement, il y a des applications, vous n'allez même pas les migrer. Vous allez les laisser mourir en local et vous allez opter pour la solution SaaS dans le cloud. Voilà. Vous avez un vieux AX 2012 R3 qui est en local, vous faites une migration, vous passez sur Finance Supply Chain Management en service. Donc ça, c'était votre stratégie. Bien sûr, dans tout ça, vous allez mettre en avant, puisque c'est un petit peu le sujet, la sécurité et la conformité. Donc, il va falloir sécuriser vos données. Vous les aurez identifiées, vous les aurez classifiées et vous serez en mesure de leur appliquer la protection qu'il faut dans le cloud. Alors, c'est un cloud public. Les données, quel que soit le cloud, vous appartiennent. C'est ce qu'on appelle le modèle à responsabilité partagée. Si on parle de RGPD, dans le cloud Azure, Microsoft n'a aucune responsabilité par rapport à ça. C'est vos données, c'est vous qui êtes responsable du respect de la RGPD. Donc, ils vont vous fournir des outils qui vous permettent de l'identifier, de les cataloguer, de les suivre, de les supprimer à la demande des utilisateurs. En revanche, c'est votre responsabilité. D'accord ? Donc, aussi, là, c'est la conformité à toutes les réglementations auxquelles vous êtes assujettis. Voilà. Donc après le slide, c'est la partie, le slide suivant, c'est la partie formation. Et juste avant, il y a quelque chose qui est important dans ces aspects-là. C'est très tôt dans le projet, mettre en place un contrôle FinOps. Si on parle de la sécurité, je vous ai parlé tout à l'heure de DR, XDR, etc., vous allez le mettre en œuvre au moment où vous allez déployer votre infrastructure. Mais il faut également avoir dans l'équipe quelqu'un qui fait du FinOps. Il va dire, telle machine-là, elle n'est pas utilisée souvent, je vais l'arrêter tous les jours et je vais la redémarrer tous les matins. J'ai écouté un blog là sur ERT Gaz, donc GRT Gaz, transport de gaz. Tous les environnements de développement sont supprimés le soir, recréés le matin. En termes d'économie, c'est phénoménal. Il n'y a plus rien le soir. Et ils redéploient tout en pipeline, donc ils ont des automatismes qui redéploient tout le matin à la demande. Voilà. Suivant, du coup. C'est bon, merci. La formation, donc il faut former, toujours former. Alors bien sûr, former des équipes internes, c'est compliqué. Les équipes internes, ils sont pas en intercontrat, ils ne sont pas en attente de boulot. Les équipes internes, en général, elles sont déjà taillées pour être à la limite de la surcharge en permanence. Donc leur demander de s'auto-former sur des nouvelles technologies, c'est compliqué. D'accord ? Donc il va falloir identifier dans les équipes internes des potentiels sur des domaines bien spécifiques, réattribuer les différentes responsabilités et sensibiliser les collaborateurs au fait que s'ils n'adhèrent pas à la nouvelle technologie, ils vont être largués et on ne pourra plus les employer correctement. Mais il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de sociétés qui proposent des parcours d'apprentissage. Alors ça peut être du présentiel, ça peut être du distanciel. Chez Microsoft, ils sont très motivants sur ces sujets-là. Ils vont proposer des e-learning. Ils ont vraiment un site web complet dédié au e-learning et on peut avoir des parcours complets d'apprentissage. Voilà, donc par la suite, une fois que vous serez dans le cloud, il faudra continuer de former vos équipes. Les certifications évoluent. Les certifications se revalident régulièrement. Alors, certification, c'est bien sur un CV quand même. Mais c'est surtout que, en termes de sécurité, la menace évolue aussi. Les technologies Microsoft évoluent. Ils enrichissent leurs offres. La menace évolue.
hein. Les pirates font appel maintenant à l'intelligence artificielle. Donc, il y a toujours cette compétition. Alors, le suivant, je pense qu'on change de domaine. Alors, comment gérer mon déploiement? Une fois que vous êtes dans le cloud, vous allez pouvoir optimiser. Alors, c'est aussi l'objectif, hein. Si vous aviez une plateforme on-premise, vous n'avez pas souhaité racheter ni du logiciel ni du matériel, votre retour sur investissement va être rapide. Mais pour que votre investissement soit pérenne, il va falloir optimiser votre investissement, notamment au travers de la surveillance des ressources. Donc là aussi, ce sont des outils qui ont été conçus dès le départ de ces plateformes-là, qui sont très, très étroitement imbriqués dans les différents composants. Vous avez des outils de recommandation. Alors, sur Microsoft, c'est le Azure Advisor. Vous avez aussi le Azure Cost Estimator. Donc, ils ont plein de trucs en or, hein, comme ça, pour vous aider. Choisir les meilleures configurations concernant le stockage. Mais si on parle de stockage, par exemple, si vous avez des grosses contraintes de stockage, des très, très gros volumes, il faut savoir que ça va vous coûter cher dans Azure. Donc, typiquement, là, c'est un cas où vous pourriez imaginer d'avoir du cloud public pour votre compute, par exemple, et du cloud privé dans lequel vous allez louer une armoire, mettre vos stockages, vos 300 ou 500 téraoctets de stockage, et ça vous coûtera beaucoup moins cher parce que le stockage vous appartiendra. Vous avez aussi la possibilité de faire de la réservation de ressources. Le plus commun, c'est la réservation de machines virtuelles. Donc, une machine virtuelle, vous la payez à la minute. Chaque fois qu'elle tourne, vous l'arrêtez et elle ne vous coûte plus rien. C'est l'adresse IP qui va vous coûter parce qu'une adresse IP qui n'est pas utilisée est facturée par Microsoft. Mais au bout d'un certain temps, une machine virtuelle vous vous rendez compte qu'elle ne tourne pas plus du tiers du temps, pas besoin de faire de la réservation. En revanche, si elle tourne fréquemment, vous allez réserver la capacité, c'est-à-dire le compute, la mémoire et le processeur, sur 1 an ou sur 3 ans. Et là, vous avez des réductions de l'ordre de 65% sur 3 ans, par exemple. C'est très, très intéressant. Vous avez des outils, Microsoft Cost Management. Tout ça va vous permettre donc d'optimiser vos coûts. Il va falloir aussi mettre en place de la surveillance de dépassement de budget. D'accord. C'est intéressant, cet outil, pour 2 aspects. Déjà, connaître votre évolution de consommation, mais c'est surtout que ça permet de détecter des usages qui sont anormaux de votre souscription. C'est ce qu'on a eu. Ça a été détecté assez récemment. Ça s'appelait cyberjacking. Un pirate qui s'introduit, prend une souscription et déploie des containers pour calculer du Bitcoin. Et là, du coup, du jour au lendemain, vous passez de 100, 150 euros par jour à 1500, 2000, 15 000 euros par jour. Donc ça, avec ces seuils-là, vous avez des alertes tout de suite. Et au bout d'un certain temps, je vous rassure, même si ça tape dans le plafond, Microsoft vont eux-mêmes couper la souscription. Merci. Donc là, j'ai abordé un petit peu le cas de la solution hybride. Donc, je ne vous cache pas que c'est assez complexe. Il va falloir faire communiquer des applications entre elles qui sont sur un cloud privé, le vôtre. Des applications qui, en général, n'ont pas eu la possibilité de passer dans le cloud. Donc, elles sont peut-être même obsolètes, un peu vieilles, donc dans des systèmes d'exploitation qui ne sont plus maintenus. Vous avez les problèmes de sécurité. Il y a des applications qui vont fonctionner en TLS 1.2, d'autres qui ne seront pas capables de le faire. On aura des problèmes pour communiquer, etc. Il va falloir vous gériez des réseaux, de la capacité réseau, de la qualité réseau également pour faire communiquer vos applications. En termes de performance, vous allez avoir une dégradation des performances. Une application qui est en local, une application qui est distante, il y a de la latence, l'aller-retour, ça va prendre du temps. Vous allez peut-être devoir investir dans la souscription de réseaux spécifiques, comme des express routes. Donc là, vous louez un réseau Orange, MPLS auprès d'Orange, pour avoir de la capacité, de la bande passante et puis des réseaux de secours. Donc ça va commencer à vous coûter cher. Vous avez plusieurs fournisseurs. Si vous avez en plus de ça un fournisseur qui n'est pas un fournisseur public, mais un fournisseur privé, il va falloir avoir un contrat spécifique avec lui, puis lire toutes les petites lignes du contrat jusqu'au bout, connaître ses limites, etc., connaître ses engagements. Vous connaissez en règle générale les 4 engagements d'un fournisseur cloud public? C'est le compute, le stockage, la connexion et
la sécurité du physique, les bâtiments et les matériels qui sont dedans. Ça ne va pas au-delà. Le reste, c'est plutôt de votre responsabilité. Quand je parle d'infrastructure, hein. Je ne parle pas de PaaS ou de SaaS, hein. Mais pour IAS, c'est ça. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir beaucoup plus de la part d'un hébergeur privé en plus. C'est bon. Alors bon, là, c'est la suite de les différents points de sécurité. Je peux te laisser prendre la parole. Oui, avec plaisir. Plusieurs points qu'on a déjà plus ou moins abordés, hein. Le sujet de la responsabilité partagée. On est toujours, comme l'a dit Thierry, responsable de la sécurité des données, des identités et autres. Ce n'est pas parce que le fournisseur cloud s'occupe de gérer une partie des couches, qu'elle soit logique ou physique, qu'on n'a pas une partie de responsabilité qui est engagée. Donc il faut bien sûr s'assurer de ces points-là, notamment d'un point de vue contractuel et conformité. On l'a évoqué aussi ce matin sur l'approche de Microsoft, notamment par rapport à la directive NIS 2, adopter une architecture de type Zero Trust, où au final on fait confiance à personne. L'idée, au-delà de ça, sans avoir ce niveau absolu, c'est de s'assurer du bon contrôle au niveau des accès aux ressources cloud. On l'a dit, on peut facilement, l'exemple de Thierry était assez frappant sur des pirates qui s'introduisent au niveau de l'administration cloud pour après derrière faire du minage de crypto-monnaies. Donc l'idée, c'est effectivement de bien protéger, de bien renforcer ces éléments. Une surveillance. L'idée, encore une fois, c'est que derrière ces ressources et l'usage du cloud, forcément, le cloud, c'est disponible au travers d'Internet. Donc on a aussi beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de chances de se faire attaquer, sans forcément que ce soit des tentatives ciblées, mais les attaquants, on sait comment ils procèdent. Ils envoient globalement des robots qui vont tenter leur chance, et si effectivement derrière il y a un paramétrage qui n'est pas correctement effectué ou autre, ils ont des chances de rentrer, et derrière, si on n'a aucune sonde de supervision ou de détection, ils peuvent en profiter pour exploiter et récupérer des données ou mener à bien leur attaque. Chiffrer les données, alors après se posent les questions notamment en termes de performance, mais le chiffrement des données, ça soit en transit ou en repos, permet quand même d'assurer une confidentialité et une intégrité. Suivre, ça c'est l'avantage aussi des plateformes cloud. Vas-y. Juste pour le chiffrement des données, il y a quand même à noter que les fournisseurs cloud proposent aux clients d'utiliser leurs propres clés de chiffrement. Des clients qui sont un peu frileux par rapport aux données qui sont dans des clouds publics, hein, notamment avec le Cloud Act de Donald Trump, c'est ça? On pourrait imaginer que les Microsoft puissent accéder aux données des clients. Donc si le client a la moindre, parce qu'il faut quand même imaginer que Microsoft ne pourrait pas supporter qu'on ait ce genre de pub qui soit faite, que Microsoft accède aux données des clients, hein. Évidemment, si ça se sait un jour, ça ne sera pas très très bon pour eux. Mais en plus de ça, le client peut utiliser ses clés à lui, qui seront stockées dans un coffre-fort, et pour le coup, plus personne ne pourrait y accéder. Toujours dans l'outillage que peut proposer aussi, et c'est l'avantage de ces solutions cloud, l'évaluation des vulnérabilités. Les vulnérabilités, on reçoit suffisamment d'actualités tous les jours par rapport à ces sujets. On sait qu'il y a tel ou tel produit qui est vulnérable. L'avantage, c'est que ces solutions proposent des évaluations de vulnérabilité, des solutions aussi se rapprochant de tests de pénétration pour vérifier les configurations et les paramétrages qui sont effectués. Les aspects conformité réglementaire, on les a déjà évoqués. Il y a encore une fois, Microsoft propose une vérification des exigences des différents référentiels, que ce soit NIS 2, DORA, 27001, HDS. Et au-delà de tout ça, l'idée, c'est de former et encore former les équipes d'administration, mais aussi qui utilisent aux différentes pratiques, notamment liées au cloud, et surtout les équipes sécurité, aux pratiques et aux outils qui peuvent être déployés sur ces solutions cloud, et aussi par rapport aux nouvelles menaces pour être en capacité de les détecter et de les contrer. Bon, cette démarche de move to cloud, quelle sécurité on va dire on peut l'appliquer. Déjà peut-être un premier chiffre, il y a 55% des organisations qui craignent que ce projet de transformation derrière soit compromis par une cyberattaque. C'est une vraie inquiétude. Au-delà de ça, des personnes qui migrent dans le cloud, c'est qu'est-ce qui les fait des données, comment elles sont utilisées par les fournisseurs cloud ou potentiellement par d'autres personnes, par des partenaires. Donc c'est un vrai sujet à travailler. Il y a plusieurs questions qui rentrent un peu dans le cadre de ce qu'on a déjà évoqué. Est-ce que on a déjà fait un choix entre du PaaS, du IaaS, du SaaS, cloud public, cloud privé? La notion de rôle et responsabilité. Effectivement, le cloud et le fournisseur cloud fournissent un certain nombre de services, mais encore une fois, il y en a qui sont encore du fait de l'organisation, enfin de nous-mêmes,
Donc il est important de se poser cette question-là pour savoir qui doit faire quoi, à quel moment. La bonne gestion des accès, des identités. Est-ce qu'on est aussi aligné sur les recommandations des fournisseurs? Est-ce qu'on a fait une analyse de risque? Quelles sont les exigences? Alors on a cité le RGPD, mais de manière plus large, les contraintes réglementaires qu'on peut avoir dans notre secteur et qui s'appliquent. Et est-ce qu'on les retrouve au même niveau au final chez le clouder? Les niveaux de service sur lesquels s'engage le fournisseur cloud et qui sont contractualisés. Est-ce qu'on a les bons niveaux de sauvegarde? Est-ce qu'on a les bons niveaux de disponibilité et autres? Et un petit peu le même sujet en termes de résilience. Est-ce que, encore une fois, en fonction de l'offre qu'on a choisie, on s'assure de bien respecter ces éléments? Je vais, hop, non, bon, tant pis. De notre côté, on propose une offre de sécurisation, on va dire, de cette transition Move to Cloud. L'idée, c'est effectivement d'intégrer ce sujet de la sécurité au plus tôt dans la feuille de route. Premièrement, par une phase de diagnostic, donc sur différents aspects et sur tout ce qu'on maîtrise. D'un point de vue organisationnel, est-ce qu'on respecte bien les bonnes pratiques? D'un point de vue architecture, est-ce que la future architecture cloud respecte bien l'état de l'art et permet de garantir les exigences contractuelles qu'on se fixe, par exemple, au niveau de nos clients? Est-ce que les solutions cloud sont configurées, sont paramétrées conformément aux bonnes pratiques? L'idée, encore une fois, c'est de ne pas laisser de porte ouverte vers l'extérieur. Et le dernier point, très important, on l'a déjà évoqué, c'est analyser le contrat d'un point de vue plutôt juridique pour s'assurer que les exigences contractuelles qui sont marquées dans ce contrat respectent bien, encore une fois, nous, ce qu'on s'est fixé comme niveau, que les niveaux de service sont bien adaptés à nos besoins, à nos contraintes. Derrière, ça permet de déterminer une feuille de route qu'on va présenter effectivement à la direction pour vérifier les axes, les points forts et les recommandations qu'on peut faire pour s'assurer que ce projet cloud soit sécurisé, valider cette feuille de route et après un accompagnement au final tout au long de cette transition vers le cloud avec un chef de projet aux côtés du chef de projet ERP. L'idée, c'est de s'assurer de toujours avoir les bonnes directives, les bons conseils pour avoir un projet qui reste pragmatique d'un point de vue métier, mais surtout qui soit sécurisé pour éviter tout problème dans ce déploiement et une fois qu'il est déployé, pour éviter toute fuite de données ou autre. On l'a déjà vu ce matin, effectivement, possibilité de venir discuter de ces projets sécurisés, de la sécurisation de ces projets Move to Cloud au cours d'un échange de 30 minutes avec moi. Un mot de la fin, Thierry, sur cette sécurisation de Move to Cloud? Oui, le mot de la fin, c'est anticiper, prévoir, planifier pour avoir la maîtrise de tout ce qu'on fait.